Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron s'entête dans sa posture belliciste avec des nouvelles annonces en décalage avec la réalité de la guerre en Ukraine. Nous reviendrons ensuite sur le départ d'Alexis Kohler, le fidèle secrétaire général de l'Élysée. Et enfin, un reportage à la manifestation de l'UPR de François Asselineau. Le président français encore et toujours à contretemps. Alors que Washington envoie des signaux pour la levée des sanctions, Emmanuel Macron persiste et signe. En termes de soutien de court terme à l'Ukraine, nous avons aussi acté de manière unanime le fait que le temps n'était pas à la levée des sanctions, quelle qu'elle soit. Et il ne saurait y avoir une politique de levée des sanctions avant que la paix soit clairement établie. Nous avons donc pour intention de maintenir la pression économique, en particulier sur les flottes fantômes, sur aussi certaines capacités industrielles. Nous allons continuer à nous mobiliser. Maintenir la pression économique, une pression aux effets limités, si ce n'est sur l'économie française depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a 3 ans, la mise en place des premières batteries de sanctions voyait le jour et le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, entendait faire chuter Moscou avec cette méthode. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Aujourd'hui, Moscou est à la table des négociations avec Washington et l'économie française est en berne. L'échec de la méthode Macron et Le Maire, ainsi que celle de l'ensemble ou presque de l'Union européenne, n'empêche pas ses dirigeants de remettre une pièce dans la machine, sans que l'on sache vraiment pour l'heure s'il s'agit seulement de ne pas perdre la face ou s'il est aussi question d'envisager de réellement ne plus se placer sous la tutelle américaine. Ainsi, Emmanuel Macron a-t-il annoncé lors d'un point presse à l'issue du sommet des alliés de l'Ukraine à Paris qu'une mission franco-britannique se rendra dans les prochains jours en Ukraine pour préparer ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Un mandat qui nous a été donné par nos collègues et au fond ils nous ont demandé avec le Premier ministre Starmer d'assurer ensemble le copilotage de cette coalition. Le copilotage d'une coalition qui pourrait sembler bien tardive ou tout au moins en complet décalage avec la réalité de la guerre en Ukraine en cette fin de mois de mars 2025. Cette nouvelle initiative semble constituer un déni de réalité de la part du président français alors que de l'autre côté du continent, son homologue russe Vladimir Poutine a évoqué vendredi l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique dans le pays. Finalement, les deux positions pourraient presque se concilier puisqu'Emmanuel Macron a lui évoqué jeudi l'envoi de forces de réassurance dans le pays, des troupes militaires de plusieurs États européens qui auront selon lui un caractère de dissuasion. De là à se féliciter de l'envoi de casques bleus, il n'y a probablement qu'un pas. Tout dépendra probablement de la manière de présenter l'histoire, mais comptons sur le pensionnaire de l'Élysée qui n'a pas de difficulté à en raconter. Emmanuel Macron, dépassé en France comme en Europe, pourra toujours se consoler puisqu'une étude d'opinion réalisée fin février par l'Institut Rating estime que 77% des Ukrainiens approuvent l'action du président français, juste devant Volodymyr Zelensky à 75%. Si Kiev venait à organiser des élections dans les mois prochains, les Français seraient probablement ravis de l'envoyer en Europe de l'Est, lui qui se trouve avec une cote de popularité de seulement 19% chez nous. Et d'Ukraine, il en était question jeudi avec l'UPR de François Asselineau qui organisait une manifestation en faveur de la paix, un sujet de TV Liberté. Alors, face au désastre de la situation en France, on l'a appris aujourd'hui aussi par l'INSEE que nous venons de battre un record d'endettement public avec 3 309 milliards d'euros de dette. C'était aujourd'hui qu'il y avait la réunion, la coalition des volontaires de Macron. Or la coalition des volontaires, je suis désolé, ça ressemble furieusement à ce qu'on appelait la Légion des volontaires français, la LVF,
en 1944. On n'est pas nombreux visiblement à être en faveur de ce rapprochement russe-américain pour une solution de paix en Ukraine, et parce que le camp souverainiste est invisibilisé depuis trop longtemps dans les médias mainstream. Heureusement qu'il y a TVL et d'autres médias indépendants qui font ce boulot-là. Comme j'ai expliqué, je pense que le temps des souverainistes est venu ou il va venir, parce que le vieux monde est en train d'être flanqué par terre par ses propres erreurs et par la force à la fois, je pense, de Trump et de Zelensky. Il y a un péril majeur et numéro 1 en France en 2025, c'est la guerre militaire en Europe et éventuellement en France également, avec nos jeunes qui pourraient être mobilisés avec la loi de programmation militaire pondue par la Macronie. Oui, alors moi je suis un centriste, c'est plutôt rare de venir dans des réunions qui sont... Asselineau n'est pas du tout la même logique politique que moi, mais j'apprécie Asselineau parce que c'est un des rares hommes politiques actuellement qui a une analyse de la situation en Russie, en Ukraine et dans l'analyse mondiale qui est très structurée, très intelligente et qui correspond à ce que moi j'ai vécu quand j'étais sénateur. Et donc c'est parce que je partage cette analyse que je suis venu. Là c'était un moment particulier parce que c'est à Paris que ça se passait et Macron réunissait ça. Si d'aventure il y avait, je ne sais pas moi, si Macron décidait par exemple d'envoyer un contingent important de militaires en Ukraine, ce qui serait une décision calamiteuse, là nous organiserions une manifestation. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Notre avenir est à la fois je dirais très noir et très bleu. Et ça dépend des dirigeants qui sont actuels. Les perspectives qui nous sont offertes, ou bien ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui sont enfermés dans leur bulle, je dirais, progressiste, ils nous enferment aussi. Donc, tant qu'ils sont là, ils nous coulent. Mais le jour où ils partent, ils nous libèrent. On cherche à utiliser une russophobie qui est totalement indigne, où on se permet des choses qu'on ne se permettrait jamais au niveau médiatique ou politique pour d'autres nationalités, pays, ethnies, religions. On dialogue avec des gens de bonne foi. Mais on ne dialogue pas avec des gens de mauvaise foi. Et encore moins avec des cas pathologiques. Parce que M. Macron est un véritable danger pour la France maintenant. Il y a énormément de Français qui l'ont compris. Alors je suis d'accord avec vous, il n'y a pas que pour la paix. Il y a aussi pour la paix civile, pas seulement la paix internationale. Macron nous entraîne vers une guerre civile. Macron nous entraîne vers une faillite retentissante. Macron nous entraîne vers la soumission au Fonds monétaire international. C'est du Macron, c'est-à-dire en bon égocentrique, en malade de l'image. Il essaye de revenir au centre du jeu, là où il n'existe plus. Trump et Poutine se mettent d'accord. Ils ont effacé les Européens qu'ils méprisent. On l'a vu dans la boucle de Signal, par exemple. Et Emmanuel Macron essaye de faire croire qu'il a du poids à l'international et donc il organise des sommets à l'Elysée avec ses copains de l'Union européenne, du World Economic Forum, Ursula von der Leyen, etc. Le président Macron est suffisamment fou pour créer un incident militaire qui justifie une entrée en guerre, notamment d'envoyer des troupes et des soldats français soi-disant comme force de paix en Ukraine. Donc il faut vraiment que les Français se rendent compte qu'il faut dégager ce monsieur et puis sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est ce que je dis depuis 18 ans. Vive la France, vive la paix, vive l'amitié entre les peuples et vive l'amitié franco-russe. Merci beaucoup. Emmanuel Macron lâché par un soutien de la première heure. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a annoncé son départ. Renaud de Bourleuf. Emmanuel Macron, toujours à l'Élysée, mais son second quitte le navire. Jeudi, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a annoncé son départ mi-avril. Le fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron ne donne pas de précision, mais ce départ en intrigue plus d'un. Avec 8 ans passés au poste de secrétaire général de l'Élysée, la longévité d'Alexis Kohler talonne le record de Jean-Louis Bianco, secrétaire général de François Mitterrand, pendant 9 ans. Dans les couloirs des institutions, on surnomme Alexis Kohler le vice-président, ou The Servant, référence au film britannique de Joseph Losey, où le serviteur prend le pouvoir sur son maître. Tout le monde sait que le vrai Premier ministre, du temps où les macronistes étaient majoritaires, c'était lui. Voilà. Et que les collaborateurs même des ministres avaient des relations directes avec lui.
et que les instructions passaient par lui. Cet énarque est issu de la promotion Averroès, dans laquelle il côtoie plusieurs futurs ministres de François Hollande, à l'instar de Fleur Pellerin ou d'Audrey Azoulay. C'est pendant la présidence Hollande qu'il devient directeur adjoint du cabinet de Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. En 2014, il devient directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, fraîchement nommé ministre de l'économie. Alexis Kohler supervise ainsi la vente de la branche énergie du fleuron industriel français Alstom au groupe américain General Electric. Il s'active ensuite dans la campagne présidentielle de 2017 et devient ainsi le secrétaire général de l'Élysée en mai 2017. Alexis Kohler est bien une figure de la République exemplaire chère à Emmanuel Macron. Dès 2018, le parquet national financier ouvre une enquête après une plainte déposée par Anticor pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Les juges d'instruction lui reprochent d'avoir participé entre 2009 et 2012 comme administrateur à 8 délibérations des instances dirigeantes de STX France, aujourd'hui Chantier de l'Atlantique, et du Grand Port Maritime du Havre, qui sont liés à MSC, une société appartenant à son oncle. Il souligne ensuite qu'entre 2012 et 2016 à Bercy, au cabinet de Pierre Moscovici, puis d'Emmanuel Macron, il a notamment persisté à émettre des avis ou donner des orientations stratégiques ayant trait à des dossiers impliquant la société familiale MSC. L'affaire est classée sans suite en août 2019. Mais en juin 2020, Mediapart avance qu'Emmanuel Macron aurait écrit au parquet national financier un mois avant le classement sans suite, méprisant ainsi le principe de séparation des pouvoirs. Entre-temps, l'association Anticor a réactivé le dossier et se porte partie civile. En septembre 2022, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Pour ce qui est d'un homme qui, depuis plusieurs années, passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner. Une autre affaire vise Alexis Kohler. En 2021, plusieurs syndicats du groupe Suez déposent plainte dénonçant l'intervention directe de nombreux acheteurs proches du pouvoir, dont Alexis Kohler, concernant l'OPA de Veolia sur Suez. On reproche à Alexis Kohler d'être intervenu auprès de représentants syndicaux pour obtenir, lors du conseil d'administration d'Engie, que Veolia rachète les parts détenues par Suez. Alexis Kohler est désormais visé par une enquête du parquet national financier pour des soupçons de trafic d'influence. Enfin, Alexis Kohler est aussi visé concernant le scandale des eaux en bouteille et sur les échanges entre l'Élysée et le groupe Nestlé. Le sénateur LR du Gard, Laurent Burgoa, président de la commission d'enquête sur les eaux en bouteille, est revenu sur les documents transmis par Alexis Kohler. Compte tenu des règles du secret applicables aux commissions d'enquête, je ne puis en dire davantage à ce stade. Plusieurs de ces documents nous ont conduits, le rapporteur et moi-même en parfaite harmonie, à considérer qu'il était nécessaire d'entendre M. Kohler. Il apparaît en effet que la présidence de la République a été approchée à plusieurs reprises par le groupe Nestlé à propos du dossier des eaux en bouteille. Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles nous avons souhaité entendre le secrétaire général de la présidence de la République. Son audition doit avoir lieu le 8 avril prochain. Reste à savoir si Alexis Kohler compte encore se dérober. En février dernier, il a refusé de se faire auditionner par la commission d'enquête parlementaire consacrée à l'explosion du déficit public. Première raison invoquée, un problème d'agenda. Mais la seconde paraît plus surprenante encore, la séparation des pouvoirs. Des propos qui dénaturent même la fonction du Parlement. Mais si Alexis Kohler semble mal comprendre les articulations entre acteurs publics, il va désormais rejoindre le privé. À partir de mi-juin, il va rejoindre la Banque Société Générale en tant que directeur général adjoint. Il présidera aussi la banque d'investissement du groupe. Il devrait traiter principalement les activités de fusion-acquisition, de marché des capitaux actions et de financement d'acquisition. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a validé ce pantouflage. Une nouvelle opportunité ou volonté d'échapper à un président privé de majorité. Dans les couloirs de l'Élysée, on murmure qu'Alexis Kohler se demandait depuis la dissolution à quoi bon rester. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Les arnaques en ligne ont la cote. En 2024, les Français se sont davantage tournés vers cybermalveillance.gouv.fr avec une hausse de 50% des demandes d'assistance, atteignant 423 000 demandes. Les fuites de données personnelles, exposant comptes bancaires et mots de passe, ont-elles connu une augmentation de 82% avec 12 400 cas. Le hameçonnage, première menace avec 64 000 recherches, plus 22%, domine via l'usage de faux mails ou faux SMS. Piratage de comptes et rançongiciels préoccupent aussi entreprises et collectivités, tandis que le cyberharcèlement émerge chez les professionnels. Selon Jérôme Notin, directeur de la plateforme publique, l'intelligence artificielle reste peu exploitée par les cybercriminels, malgré son potentiel. L'avenir de l'arnaque en ligne semble donc tout assuré. Le marathon des affaires judiciaires continue pour Nicolas Sarkozy. Jeudi, le parquet national financier a requis 7 ans de prison contre l'ancien président de la République. Le procureur justifie la sévérité de cette peine par la gravité du supposé pacte de corruption noué avec l'ancien chef d'État libyen Mouammar Kadhafi dans le cadre du financement de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy, déjà sous bracelet électronique, n'a pas voulu s'exprimer en quittant le tribunal. Son avocat fustige une peine hors sol vide. Monsieur, une réaction. Pour dissimuler ces carences probatoires,
le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. Et on a encore quelques semaines de plaidoirie avec nos confrères et pour notamment Nicolas Sarkozy, démontrer que ces réquisitions, même s'ils sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère. L'avocat de l'association Sherpa, qui s'est constituée partie civile avec Anticor et Transparency International France, parle d'un moment historique. Monsieur Senoussi, qui était condamné par contumace à la perpétuité par les juridictions françaises pour des faits de terrorisme. Et donc évidemment que ce sont des faits qui sont d'une gravité exceptionnelle. Et je pense aujourd'hui que c'est un moment historique parce que la République peut pleurer, mais en même temps la République peut pleurer, mais elle peut aussi compter sur une justice indépendante. Le Conseil constitutionnel se prononce, mais le sort électoral de Marine Le Pen reste en suspens. Vendredi, les sages ont admis la conformité de la démission d'office des élus locaux condamnés à une peine d'inéligibilité avec application immédiate. Une décision qui concerne les conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Le statut de député ou de sénateur n'est pas compris dans la catégorie sur laquelle s'est prononcé le Conseil constitutionnel. La décision n'aura donc pas d'incidence sur le verdict rendu lundi 31 mars, pour lequel Marine Le Pen pourrait subir une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Pas d'incidence ni sur son poste de député, ni sur une candidature pour la prochaine élection présidentielle. 2 milliards d'euros pour une guerre alors que la dette explose. L'annonce d'Emmanuel Macron est mal passée. Samedi, à l'initiative du parti Les Patriotes, mené par Florent Philippot, une manifestation pour la paix aura lieu. Avec le slogan « 2 milliards en plus pour l'Ukraine, c'est 2 milliards en moins pour nos hôpitaux », le cortège partira place du Palais Royal dans le 1er arrondissement de la capitale. Florent Philippot donne rendez-vous samedi à 14h. Se faufiler gratuitement dans les transports va coûter cher. Vendredi, la RATP, qui gère les transports en Île-de-France, a annoncé une augmentation de ses amendes pour fraude. Le montant devrait passer de 60 à 70 €, le plafond prévu par la loi. Selon la régie parisienne, les amendes seraient trop faibles et pas assez incitatives. L'actualité internationale en bref. Avis de famine à Gaza. L'ONU a averti jeudi que l'aide alimentaire dans le territoire palestinien, géré par le Programme alimentaire mondial, sera épuisée dans 2 semaines maximum, avec 5700 tonnes de réserves actuelles. Cette situation menace des centaines de milliers de personnes de faim sévère et de malnutrition. La crise s'aggrave depuis la fermeture des points de passage humanitaire par Israël le 2 mars, visant à mettre la pression sur le Hamas pour libérer des otages. Les bombardements et opérations au sol israéliennes ont repris le 18 mars et le seuil des 50 000 morts arabes aurait été dépassé cette semaine. Moment choisi par les eurodéputés Jordan Bardella et Marion Maréchal pour se rendre en Israël pour afficher leur soutien au gouvernement de Benjamin Netanyahou. La bénédiction Ubi et Orbi du pape maintenue. L'évêque de Rome, convalescent après une pneumonie sévère, donnera sa bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire pour Rome et pour le monde entier, pour Pâques, le 20 avril 2025, place Saint-Pierre. L'annonce a été faite jeudi par le Vatican alors que le pape François, âgé de 88 ans, est rentré au Vatican dimanche après 5 semaines d'hospitalisation à l'hôpital Gemelli où sa vie a été menacée. Affaibli, il suit une rééducation de 2 mois sans activité publique. Sa présence aux autres célébrations de la Semaine Sainte, comme le chemin de croix, reste incertaine et dépendra de sa santé. Bon débarras, Just Stop Oil, association connue pour ses actions choc consistant à jeter du liquide sur des chefs-d'œuvre, notamment de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, a annoncé jeudi qu'elle mettait fin à ses opérations d'ici fin avril. L'organisation britannique revendique une victoire, l'arrêt de l'exploitation pétrolière et gazière, puisque cette demande initiale serait désormais une politique gouvernementale. Elle se concentrera désormais sur les procès de ces militants dont certains ont vu leur peine confirmée ou réduite en mars. Just Stop Oil, qui joue sur les peurs des plus crédules, entend mener d'autres projets sans en dire vraiment plus. La Birmanie frappée par un violent séisme vendredi. 2 puissants tremblements de terre de magnitude 7,7 et 6,4 ont frappé le centre de ce pays d'Asie du Sud-Est qui est actuellement en pleine guerre civile. Les hôpitaux ont très vite été saturés de nombreux blessés. La junte militaire au pouvoir a déclaré l'état d'urgence dans 6 régions devant l'étendue des dégâts. De fortes secousses ont été ressenties en Thaïlande, provoquant à Bangkok l'effondrement d'un bâtiment de 30 étages en construction, piégeant 43 ouvriers. Ce soir, tête à clash et demain, dans le Samedi Politique, Élise Blaise reçoit le journaliste indépendant Frédéric Egouy après la visite de Zelensky à Paris et le sommet pour l'Ukraine d'Emmanuel Macron. Dimanche, les conversations et terre de mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.